Manhattan, capitale mondiale de la finance. Ici, on vend et on achète à la nanoseconde. Mais Manhattan est aussi l'épicentre du marché de l'art contemporain. Je m'appelle Thomas. Je suis auteur et je me suis installé à New York il y a 4 ans. J'aime l'art. J'apprécie vraiment la peinture, mais franchement, je n'y connais rien. Je ne suis qu'un spectateur et je voudrais vous faire partager mes découvertes. Il y a un siècle, Paris donnait le tempo au monde de l'art. Aujourd'hui, New York propulse un artiste là où Paris offre seulement du charme à une carrière. Pourquoi ce bouleversement ? L'art est intemporel. Pourquoi cette ville du profit à court terme influence tant le monde de l'art ? Quels sont les moyens d'exister en tant qu'artiste ? Je n'aurai pas de réponse à toutes mes questions, mais je vais essayer de comprendre. Le Metropolitan Museum est le temple de l'art à Manhattan. J'ai pour guide à mon voyage un artiste français installé à New York, Clovis Paréco. Il peint depuis 25 ans et il est venu aux États-Unis écrire un nouveau chapitre de sa vie d'artiste. Le Metropolitan est son lieu préféré. Il passe du temps devant les tableaux, il détaille la composition, la palette, la lumière. Ici, les grands maîtres dispensent leur savoir à travers le temps. Clovis se retrouve souvent dans l'aile qui présente les œuvres de Rubens. Je suis toujours ébahi devant les tableaux de Rubens parce que les compositions sont extraordinaires. Faites une liste de ce qu'il y a dans le tableau et essayez de faire une photo avec les mêmes éléments, c'est absolument impossible. C'est déjà, la liste est énorme. C'est un enseignement en soi-même déjà. C'est un enseignement en soi-même de la composition. Ton travail il est quand même très esthétique. On a l'impression que c'est une recherche de beauté. Est-ce que tu dirais ça ? Vous savez, aujourd'hui, dans le milieu des arts, le mot beauté, c'est un mot tabou. C'est presque un gros mot. Vous n'allez jamais trouver un peintre d'aujourd'hui, un artiste contemporain qui dit « je suis à la recherche de la beauté ». Ça, on peut appliquer ça aux Grecs anciens, on peut appliquer au 19e siècle, mais la démarche aujourd'hui, si quelqu'un dit « ah, je suis à la recherche de la beauté », les gens vont regarder comme si sortait d'un film de science-fiction. On ne dit pas, le mot « beauté », c'est un mot presque interdit. Pour moi, c'est physique, c'est un besoin presque d'un exorcisme. Il faut que j'exprime, mais c'est au-delà de l'expression, c'est quelque chose, c'est un truc physique. Je ne sais pas expliquer mieux que ça. J'ai comme une vision du tableau au début, je sais où je vais. Et tu n'es jamais satisfait ? Je n'arrive jamais où je voudrais exactement. C'est parce que la vision est toujours plus belle que la matière. En anglais, le vernissage d'une exposition se dit « opening ». En ce moment, Clovis travaille tous les jours dans son atelier car il a son opening dans 2 semaines. Ce sera sa première exposition à New York. J'ai saisi cette chance pour trouver des réponses à mes questions. J'ai suivi Clovis dans la préparation de son exposition et j'ai découvert des gens merveilleux, un monde inconnu. Il existe plusieurs New York. La version officielle, Manhattan. Facile. Les villes mythiques vous mâchent le boulot, il n'y a qu'à se laisser aller. Mais puisque les artistes n'ont plus leur atelier à Manhattan devenu hors de prix,
il se retrouve dans un autre New York, la version confidentielle. Il s'expatrie à Brooklyn, particulièrement dans le quartier de Bushwick, là où les toits sont plats et l'horizon bas. Dépassons l'East River et enfonçons-nous dans Brooklyn. Bushwick est à 15 minutes de Manhattan par le métro. Si proche du cœur bouillonnant de la ville et tellement différent. Cette zone encore méprisée de la majorité des New-Yorkais souffre d'une réputation de quartier sensible, mais certaines personnes ont compris son potentiel, comme Jamie Schmitz, un entrepreneur qui vient d'installer ici son bar-restaurant. The Germans just came in huge numbers, big immigration, and they built up this neighborhood. And so it was during the 19th century, the middle of 1890s to early 1900s. I was about to say the connection with Germany and beer. American beer, lagers. Okay. Lagers are, that's now an American thing, Do you think that gives a charm to the... Oh, for sure. Oh, there's a lot of benefits, I think, to reusing old industrial spaces. One, of course, is that especially a lot of the ones around here, since industry has left, they're fairly vacant. They weren't being used. So instead of pushing out the locals to do new things, you're inhabiting spaces that were otherwise unused. Yes. Yeah. Really, the reason it became populated with the new artistic, the new young people and the artisans and craftsmen who are here now, is that you could come into this neighborhood and find a workspace and adapt to live in it. So I think as an artist, if you're working, whether you're painting or you're a sculptor or a metal worker or anything, you could find an affordable place and have this environment to work out of. Yes, because this is crazy. In Williamsburg, it's done already. Sure. It's so expensive now, right? Well, yeah, that's kind of the story of New York. I think it tends to digest itself. Soho in the 80s. Exactly. Meatpacking Soho, Williamsburg, and maybe soon it's going to be the same. Yeah. Maybe it'll be Rockaway next. Who knows? Yeah. Ces ateliers dégagent un souffle artistique nouveau. Ici, on crée partout. Les artistes viennent tous les jours de Manhattan ou des alentours pour travailler dans cet environnement austère. En 2008, Rafael Alvarez a abandonné son métier d'ingénieur en pont et chaussées pour proposer des ateliers à la location. Tous les jours, il reçoit des artistes qui cherchent un nouvel espace. So we built our first studios and we started getting different members, everything from fashion designers, web designers, a lot of artists, painters, sculptors, installers, and I started getting a feel for what people liked in studios. So we filled this one up and then we started our next studio in 2011. And for the first maybe 6 years, it's, in the transition, nobody wants to go there. But you have a lot of artists, and that's usually when we come in early and we start putting the artist in one location, so it's easier for them to be able to communicate, start building community, find friendships.
build off of each other's creativity. And we have artists here that have been doing it for years and years because of the passion that they have. So I really respect that. They come in after 8, 10, 12 hours of work and they come here to do their art. You know, and that's absolutely amazing to have that much passion that you say, you know what, I don't need sleep. You know, I'm going to go to work, you know, go to the studio, do something, and, you know, it's inspiring to see that. Le lieu attise ma curiosité. Je veux rencontrer d'autres artistes pour comprendre comment ils s'exposent et existent. Je fais la connaissance de Luis Martin qui s'est totalement consacré à sa passion pour l'art. Il pratique le collage de façon moderne, par ordinateur. If Picasso was alive today, would he be using Photoshop? Would he be using Illustrator? Yes, he would. What would he be doing? He'd be making tons of amazing things, and he'd be making money. So why not me, right? Yeah. So I take pictures of myself. I take pictures of people. I collect pictures and I collage them. And it's almost like composing a song or a melody. So making things disappear and reappear. It's called sentando cabeza, which means to settle your head. And in Spanish, it's an idiom or a saying that people say to people who don't have a job. They say, you know, settle down, find a normal job, start being an adult. Yeah. So this was kind of like my declaration of independence, saying, I am an artist. I'm not going to settle my head because, you know, this is what I have to do. Paintings. Luis aide aussi d'autres artistes à se faire connaître par Internet, organise des expos collectives, développe un esprit d'entraide. À quelques portes de là, Perry Salka m'accueille dans son atelier. Perry ne court pas après le succès. Elle travaille dans la restauration pendant la journée et vient le reste du temps à Bushwick développer sa technique. And do you use some, because there is a straight... Yeah, so I just prop the paper up. I'll just put whatever I can grab sort of underneath the page, and it'll lift the page up on one side and all the water will kind of flow, you know, down. And then with this sort of very graphic area, this is actually just evaporated over a few days, about 3 days. I just let it sit and do its thing. I have this little ritual where I don't come to the studio while it's drying. But this, it's like, you can kind of project whatever you want onto it and see whatever you want. I mean, that's... Les œuvres de Perry ont été récemment exposées dans la galerie du bâtiment. Luis fut le commissaire de l'exposition, le soutien principal de Perry. I think we're conditioned as artists, fine artists, to think that we have to work and work and work, and someday someone's going to knock on the door and say, I've discovered you. And, you know, and now we're going to go to the gallery and we're going to sell your paintings for millions of dollars. And while that might happen, and it has happened and it will happen, but it's very few and far apart. So I'm not going to wait for that. I'm going to make it happen. And if I can bring other people with me and help them make it happen, then I will. And that then becomes an ecological system that supports each other. From good or from bad, it's still a way to support what people are doing. But I think Bushwick is in such a small, it's its infancy at the moment, and right now everyone is mixed and everyone's kind of rubbing up against each other and meeting each other, and at some point naturally they're going to grow up and they're going to start segregating and like, oh, you know, the abstract's here, the gay's here, you know, the whatever there, and that's okay. It's gonna happen. Yeah, we know that. Yeah, but it's about making these connections now that will grow into something more deep. Why does art still exist? Because it seems everything has been done. Do you know what I mean? Oh, sure. I feel that way too. You know, when you get in a rut and you're like, what am I doing? You know, is this important? Like, does anybody think this is important? You know, and how do you know? You know, until you get a little feedback from someone, and it's like, okay, you know, at least someone sees it. You know, but is art? I think art is still important because people, they need that. They need that escape. They need. It's one of those. I don't know. For me, it's just one of those things that, like, thank God, we as humans can do something like this, you know.
Clovis fait partie de cette communauté et n'échangerait sa place pour rien au monde. Et je pense que Bushwick, c'est pour New York ce que Montmartre était pour Paris au début du XXe siècle. C'est là où vivent tous les artistes, c'est assez intéressant, c'est assez dynamique. Et ça fait penser à cette époque de Paris où il y avait Picasso, Braque, compagnie à Montmartre. Pour son exposition, Clovis a décidé de présenter des monochromes. Il développe une peinture influencée par l'art classique et dont l'approche est moderne. Il cadre des parties du corps humain et les reproduit en grand format. Ces zones sont un prétexte, dit-il, pour dessiner des reliefs, des ombres et des courbes. Elles deviennent une carte géographique. Clovis suit la technique des primitifs flamands. Il commence par une grisaille et obtient la couleur par succession de glacis. Cette technique permet d'obtenir une grande densité et profondeur. Alors Clovis, tu me dis que tu travailles selon la technique des primitifs flamands. Adapté à nos jours évidemment, parce que déjà même tous les matériaux ne sont pas les mêmes, c'est une adaptation. Le fait c'est que je travaille d'abord sur une grisaille, c'est-à-dire des valeurs de gris, que j'ai mis là sur la palette. C'est-à-dire c'est plusieurs tonalités de gris. Tonalités de gris. Ça va du blanc au noir. Oui, voilà, il y a une petite échelle de gris. Et je fais le tableau d'abord en gris. Et après, je vais rajouter la couleur par couche transparente, comme faisaient les primitifs flamands. Exposer des monochromes, courir le risque de peindre des grands formats, faire une recherche approfondie sur les couleurs, ce projet demande du temps et de l'espace. J'ai le sentiment qu'à Manhattan, Clovis serait contraint de faire du chiffre, de produire par exemple des toiles plus petites pour mieux les vendre. Une question naturelle me vient. Les centaines de galeries de Chelsea reflètent-elles la diversité de l'art ? C'est une très bonne question parce qu'on pourrait faire une petite généralisation. On est entre amis, on va généraliser un petit peu. Alors si on imagine, il y a eu pendant 2-3 siècles le salon, le grand salon d'art qui a commencé au temps de Louis XIV quand même. Et c'était l'art officiel au sens très lié au pouvoir, parce que c'est l'académie qui décidait qui allait passer. C'était plutôt les académiciens qui rentraient dans l'académie, qui allaient exposer au salon. Et pour avoir une existence d'artiste, il fallait passer par le salon. Et aujourd'hui, qui a le pouvoir? Qui nous gouverne? C'est l'argent. Et l'argent s'est infiltré tellement dans ce marché, et les galeries de Chelsea, parce qu'à Chelsea, il y a 300 galeries quand même, plus de 300. C'est un truc énorme. Et si vous voulez vous promener là-bas, vous allez voir, c'est comme au salon à peu près, parce que les jours de vernissage, il y a je ne sais pas combien qui sont ouvertes, qui montrent leurs artistes. Et c'est très monotone. Les gens essayent de rentrer dans ce marché et d'être validés par ces galeries. Parce que ces galeries-là, aujourd'hui, font office du salon, quand même. Et donc, rien n'a changé, alors, c'est ça non, si on généralise bien, non. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on a Bushwick, on a ces artistes qui émergent comme ça, comme il n'y a pas de marché pour eux, ils s'en foutent quand même, ils continuent à travailler, ils montrent leur travail autrement. Alors, Donc on nous a raconté que l'art était plus démocratique maintenant, mais c'est faux alors. L'art est démocratique, mais le marché n'est pas démocratique. C'est la différence, c'est ça. Alors quittons Bushwick, ce grand espace, ces anciennes usines, ces petits lotissements. Retrouvons Manhattan et posons-nous d'abord à Chelsea. Le quartier des grandes galeries d'art se situe dans le bas de la ville. Autrefois, à l'hôtel Chelsea, il était possible aux artistes de troquer une nuit d'hôtel contre une œuvre. Les temps ont changé. Chelsea est devenu le domaine exclusif des galeries chics. J'ai tenté de rencontrer les représentants de ces galeries. J'ai obtenu des rendez-vous, mais ils ont été annulés. Ces galeries sont difficilement pénétrables.
petit monde n'est pas à l'image de New York. La ville n'est pas exclusive. J'ai eu la chance qu'une amie partage avec moi sa passion pour la ville et me montre autre chose que les lumières et le grandiose, et autre chose que le snobisme et l'esprit de clan. Depuis mon arrivée, André Kalmorgan me fait découvrir New York dans sa diversité. J'ai pris rendez-vous avec elle car elle peut m'éclairer. Elle est directrice artistique et actuellement elle travaille pour le Time Magazine. Elle rencontre des artistes toute la journée, elle pourra sûrement m'informer sur la réalité du monde de l'art à New York. Good, perfect. Isn't it too frustrating to not be able to give work to everybody because you have a few room in the magazine, right? Oh, yes. I love, if I could do More. nothing but, commission illustration, buy art all day long. There are so many amazing, wonderful people and the talent is there. It's just, Yeah, that's amazing because in New York we find art everywhere, Right. and artists everywhere. yes. And there's just an abundance, an overabundance, an embarrassment of riches when it comes to that kind of thing. So many talented people. It's amazing because since we talk about art, especially in New York, we talk about money. Oh, exactly. That's connected, Right, like- yes, it's not at all. Il est presque impossible d'éviter le sujet de l'argent dans cette ville des affaires, du luxe et de la technologie, dansant à la cadence infernale du profit. Pour André, l'aggravation de la situation économique française va amener les musées à faire appel de plus en plus à des fonds Oh, privés. and so wait, I think where's that little sign? They're showing Toulouse-Lautrec. They have Toulouse-Lautrec. All right. Let's see that. After you. Peut-être est-ce ma façon bien française de sacraliser l'art, mais en Amérique, business is business. À regret, André analyse froidement la situation du marché de l'art. It's very much like, for example, the real estate market, I believe. Here in New York, see some of these buildings that surround us here are actually, these are apartments that go for millions and, up to $90 million for an apartment over there. That's incredible. Yet it stays empty most of the year. I think I read that 30% of the apartments in this area are empty most of the year. Mm-hmm. And these apartments exist only as a reason for very wealthy people to park their money. As inequality grows and the people who are rich are much richer and richer than ever, and they have billions of dollars, not mere millions, they have to find more places to put it. And it's these two, art and financial interests, come together, and what does that do to the art? So I think it can't be a good thing for artists or for the art market. No. Ici, nous voyons l'un des immeubles les plus hauts de la ville, dominant Central Park. Certains appartements dépassent les 90 millions de dollars. Un riche propriétaire a ironiquement baptisé son acquisition le Mona Lisa des appartements. Ces records dans le domaine immobilier font écho aux records dans le domaine des arts. Jeff Koons est l'un des artistes vivants les plus cotés au monde. Ses œuvres valent des dizaines de millions. Je me demande ce que ces extrêmes révèlent de notre temps. Au musée Whitney, la rétrospective Jeff Koons a été un véritable succès. Ses œuvres brillent et j'ai le sentiment que le public vient faire partie de l'événement pour briller lui aussi, se refléter dans les œuvres. Il se prend en photo et peut même acheter l'assiette Jeff Koons, le calendrier Jeff Koons ou une reproduction miniature d'une œuvre de Koons. Je suis un mini riche, je possède un mini Koons.
Si le secteur privé soutient de plus en plus le musée, dans quelle mesure ce même secteur privé influence-t-il la direction d'un musée et notre rapport à l'art ? Pour moi, le musée, c'est un endroit très important parce qu'il garde l'art, il le sauvegarde, l'art de façon générale. L'art reste assez accessible à tout le monde. Mais c'est en même temps un truc assez moderne, le musée, parce qu'il date de 200 et quelques années. C'est juste après la Révolution française. Et aujourd'hui, on aurait du mal à imaginer un monde sans musée. Toutes les villes grandes et importantes, elles ont des grands musées et qui sont des endroits de grande visitation et tout. Et je pense souvent au nom. Musée veut dire la maison des muses. Et les muses sont nos inspiratrices. Et je pense que l'endroit sert à nous inspirer aussi. Et je regrette beaucoup qu'aujourd'hui les gens visitent les musées comme on feuillette un magazine à la salle d'attente d'un dentiste. Oui, ils font presque plus attention un peu à ce Oui, voilà, ils passent comme ça, ils zappent, parce qu'on vit dans ce perpétuel zapping de tout, et ils ne regardent même pas le tableau. J'ai vu plusieurs fois des gens qui prenaient des photos des tableaux qu'ils ne regardaient même pas. Philippe de Montebello était l'ancien directeur du Metropolitan Museum et il disait que les musées ont totalement perdu pied avec le monde de l'art, avec le marché de l'art. Oui, M. de Montebello dit qu'aujourd'hui, les musées ne sont plus dans le jeu pour acheter des nouveaux tableaux, des nouvelles acquisitions, pas que des tableaux, mais parce que le marché de l'art est devenu tellement inaccessible, tellement cher, que même les musées ne peuvent plus acheter une nouvelle chose. C'est très intéressant la relation qu'on a par rapport à l'argent et l'art, parce que c'est un thème qui est un peu tabou, parce qu'on imagine l'art en quelque chose de sacré, quelque chose qui ne doit pas toucher à la matérialité. Aujourd'hui, on n'imagine pas quelle était la valeur de la chapelle Sixtine. On ne sait pas combien Vinci a demandé pour la Gioconda, qui n'a jamais été payé parce qu'il n'a jamais rendu ce tableau. Mais il y a une histoire qui est très curieuse. Par exemple, à la Renaissance, la famille Médicis était des grands commandateurs des arts et des grands mécènes, etc. Ils ont financé beaucoup Botticelli, qui a peint un tableau qui s'appelle l'Adoration des mages, qui est à Florence. Et ce tableau est très intéressant parce qu'il a représenté toute la famille Médicis sur ce tableau, et lui avec. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il donne une idée de le pouvoir et l'argent peuvent tout acheter, même nous mettre à côté de Jésus, Joseph et Marie et les rois mages. L'argent peut tout permettre et le musée se plie à son pouvoir. Il devient le lieu qui, d'un coup de baguette magique, transforme en art tout ce qu'il accueille. Mais ainsi, l'argent finit par discréditer le musée et l'art qu'il représente. C'est un très dangereux double tranchant parce que, par exemple, une statue de Rodin qu'on trouve sur un parking, c'est toujours une statue de Rodin. Une pile de briques qu'on trouve sur un parking, c'est une pile de briques. Mais si tu mets cette pile de briques dans un musée, ça devient une œuvre d'art. Je me souviens que le critique, justement, Robert Hughes, avait mentionné ça. Il mentionne cette pile de briques, que c'est une pile de briques connue, que je pense qu'elle est à Londres, dans la Tate Gallery. C'est vrai que c'est assez étonnant, parce que c'est l'espace du musée qui va sacraliser. Mais en réalité, c'est l'art qui sacralise, puisque l'espace du musée représente... L'art, oui, voilà, c'est ça. Il y a une sorte de relation vaso-communicante avec l'art et le musée, etc. L'art est le témoin de notre temps et dans tous les excès de notre temps aussi. Je pense par exemple, il y a en ce moment une grande rétrospective Jeff Koons. Ah oui, nous sommes allés avec André, oui. Et Jeff Koons, c'est le témoin de notre temps en quelque sorte, parce qu'il est dans tous les excès. Ses œuvres, elles valent des fortunes, mais c'est jamais vu. Récemment, il a vendu un de ses Dog Balloon pour 58 millions de dollars. C'est une chose pour un artiste vivant jamais vue auparavant. Et moi, j'ai une impression, mais c'est que ça ne concerne que moi, c'est que ces genres de rétrospectives, par le passé, étaient destinés aux artistes morts déjà. On faisait des rétrospectives. Déjà, rétrospective, c'est pour parler de toute une vie d'un artiste. Et là, on fait une rétrospective d'un homme qui est vivant et encore jeune. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, que peut-être qu'il est déjà mort, au sens il est mort pour l'art.
Son art, elle représente les excès du XXe siècle. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Peut-être que Jeff Koons ne représente plus notre siècle. Il va dans la direction de tous les excès qu'on a fait dans les années 60, 70, du pop art, etc. Même là, quand il vend de l'expo ici, il disait c'est le dernier des pop. Il est peut-être déjà mort et on ne s'est pas rendu compte. Il appartient déjà au passé. Mais ça témoigne, son travail est extraordinaire dans le sens que ça montre dans quelle société nous vivons aujourd'hui. Chose rassurante, être artiste à New York sans l'appui des milliardaires ou le soutien des grandes galeries internationales est parfaitement possible. Il existe d'autres solutions. Raymond Verdaguer vit à New York depuis 30 ans. Il ne boude pas les galeries, mais selon lui, courir après les validations officielles n'a aucun sens. Il peint et pratique la gravure. Il tire bien sûr profit d'Internet, mais il voit également son travail exposé d'une autre manière. Son appartement abrite son atelier. Parmi ses pinceaux, sa presse, ses outils, je découvre les illustrations que Raymond a réalisées pour des journaux comme Le Monde, le New York Times ou la revue 21. Pour un artiste, la presse est également une vitrine, une façon d'atteindre un public. Raymond aime sa liberté et sa conception artistique de l'illustration se confronte au pragmatisme américain. Par exemple, aux États-Unis, si tu as par exemple un texte qui te vient d'un magazine ou d'un journal, c'est vraiment de se tenir très près du texte. Par contre, en France, par exemple avec Le Monde ou des journaux comme ça, oui, il y a beaucoup plus de flexibilité. Il n'y a pas du tout la même, on te demande pas de suivre. Si tu regardes plus ou moins les magazines ou les journaux, c'est très décoratif, quoi. Tu vois, en général, c'est évocateur de plus ou moins de ce qu'on m'a parlé. On parle d'automobile, on parle d'immobilier, on parle de toutes sortes de bêtises. Et il faut quelque chose pour meubler. Et il y a toujours Raymond grave différents supports, le bois, le linoléum, et apprécie cette pratique car il est d'abord un artisan. Il y a ce côté artisanal aussi que je trouvais très important. J'ai retrouvé en Italie. Que l'artiste et l'artisan, c'est très 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 proche. Et actuellement, l'artiste, c'est plus besoin d'être un artisan. Tu vois. Il peut prendre des choses sur le net et puis les bidouiller, les transformer avec des programmes. Et ça aussi, c'est vraiment... Mais vouloir séparer... Toi-même, pendant longtemps, tu as un peu laissé tomber les galeries. Est-ce que tu... Ah oui, alors le système de galerie. Mais c'est-à-dire qu'une façon assez naïve, je me suis un peu dirigé dans cet univers un peu bizarre de ce qu'on appelle l'illustration, parce que je pensais que c'était une façon beaucoup plus honnête ou beaucoup plus directe de dialoguer avec le public. Et aussi de ne pas rentrer dans ce système de vente et de valeur. Une chose qui m'avait vraiment complètement sidéré au début quand je suis arrivé, quelqu'un m'avait dit combien tu vaux. Et je me dis comment je vaux. Il m'a dit moi je vaux $75 de l'heure. Ah bon. Ça m'avait vraiment surpris. Ça voulait dire que s'il devait me consacrer du temps pour quoi que ce soit, il fallait que je sois disposé à lui payer $75 de l'heure parce que c'était ça que son temps en valait. Raymond est lucide sur le marché de l'art. Pour lui, acheter de l'art contemporain est aussi une façon de placer son argent et de spéculer avec. Les marchands, je crois, depuis le surréalisme, ont trouvé un truc merveilleux parce qu'ils peuvent vendre ce qu'ils veulent. Parce qu'il s'agit de raconter une histoire, que ça c'est pour ça et à cause de ça et pas à cause de ça. Et les gens qui n'ont aucune sensibilité, aucune notion de l'art, mais qui ont le pouvoir d'acheter, vont acheter
et vont investir et vont dire bon ben ça on le prend parce qu'après ça va être plus, c'est dans tel musée, c'est dans telle collection, et tout ça c'est toute une manipulation. Exactement comment tu peux dire qu'ici ça coûte tant le mètre carré et qu'un peu plus haut là à demi-heure ça coûte 10 fois plus. Ouais. C'est le même terrain, c'est le même endroit. C'est le même air qu'on respire. C'est le même air, c'est la même pollution. Un peu moins à côté de Central Park, certainement. Ouais. Mais quand même, tu vois. Et pire que l'investissement dans l'art, les œuvres deviennent une façon de blanchir de l'argent ou dissimuler une fortune. Non, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. C'est que l'avantage d'une œuvre d'art, c'est que tu peux souvent la mettre dans une petite valise et ça peut voyager et ça peut traverser des frontières. Et donc tu peux avoir 1 million comme ça qui peut se voyager. Tu peux acheter cash peut-être 1 million ou 2 millions, quelque chose comme ça. Tu vois. Une fois j'ai été chez un collectionneur et je regardais sur le mur, c'est dans la salle à manger et je vois 2 peintures et je me dis mon Dieu ça ressemble à du Gauguin. Et on me dit, oui, effectivement, c'est des Gauguins. Des Gauguins qui n'ont jamais été vus, jamais exposés, jamais dans un musée, jamais dans un catalogue. Il faut avoir, disons, cette opportunité d'aller par accident dans cet appartement pour voir ces 2 œuvres. Jane Holsinger est américaine. Elle est la voisine d'atelier de police. Elle peint et ses tableaux sont fréquemment exposés dans les galeries. Ses œuvres lui ressemblent. Elles sont humbles et délicates. Jane a su garder une fraîcheur malgré la réalité du monde de l'art. Pour elle, mettre un prix sur une œuvre lui paraît totalement abstrait, mais c'est une question que les artistes doivent aborder. I went to the New York Studio School, which is, for 3 years, which were the abstract expressionists. Like we still had the first generation around to learn from, and they were telling me, "Don't look at money, you know, do your work." The schools began to put out people, and whatever came through that program, I'm sure, you know, prepared students for going out into the market. Faire de l'argent obéit à des règles d'ordre mathématique, ce qui me paraît difficilement compatible avec l'art. Lorsque l'artiste commence une œuvre, il ne pense pas à l'argent qu'il pourrait faire avec. You don't know what the applications are. You don't know before you start. Of course. You do not know before you start. It's the nature of creation. You know, you gotta get in the process and do it. Before there's a payoff. So. Je me demande comment les jeunes artistes réagissent face à cet état du marché de l'art. Jane donne des cours à la Montclair State University dans le New Jersey. J'aimerais poser quelques questions à ses élèves. Le cours commence à peine et les méthodes américaines d'enseignement me surprennent déjà. Le respect est mutuel, l'ambiance détendue. Jane ne sacralise pas l'art et laisse les élèves s'exprimer. Ils apprennent sans même s'en rendre compte. Ils me font généreusement part de leur point de vue. Aucun complexe, ils sont décontractés face aux questions. Genre of drawing called photorealism. I think it's mostly the person behind the art rather than sometimes just the medium being used.
like a drawing on a piece of paper or something, like all these new innovations, like a cell phone, that's a work of art because somebody created it. J'ai hâte de connaître leur avis au sujet des galeries. Are you here because you want to sell your stuff as much as possible in those kind of galleries, or do you care about it? I mean, there's different ways to like get your work out there. Like people turn to art magazines, they turn to galleries, they turn to like websites, like especially websites. That's like now, since that's like a big thing nowadays, you're gonna put it out there. So I think galleries are something that's a bit more formal and old-fashioned, but at the same time very useful. Also, thanks to the fact that through technology we have these different ways to capture, like whether we're taking a photograph of an oil painting or actually making a digital painting. À ma grande surprise, ces jeunes se fichent totalement d'exister dans un système officiel. Internet a évidemment changé la donne, les nouvelles technologies et le phénomène de la mondialisation aussi. Ils nous permettent une plus grande liberté. Voilà une conséquence de l'exclusivité du système officiel. Chacun crée un réseau et son propre système. Face à la situation du marché de l'art, l'état d'esprit des investisseurs et le baratin au service de la vente, je comprends mieux l'art urbain et les motivations de ces artistes. À Bushwick, ce mouvement fleurit sur les bancs, les murs, les lampadaires. Je rencontre l'artiste LMNOP qui a choisi cette solution pour la liberté totale qu'elle offre. I've been an activist my whole life. I was involved in the anti-nuclear movement, the anti-capitalism. Also, I'm an environmentalist. I made a piece about Gaza. It's in the doorway of the street. Okay. Another kid. I like to show the world through the lens of a child. Like how are they experiencing our world? Yeah. How is what we are doing affecting them in their future? There are so many, there is no end. It seems that's always a struggle to... Yeah. Once you fight one, yes. then another head, it's like Medusa with many heads. Yes, exactly. Up, you're like, no, and then you're like, ah! No. Like, oh, no, over there. Like, capitalism is the problem. You used to be displayed, to be shown on galleries. Yeah, I was doing that scene, and I just got really disillusioned with it because I want my art to belong to the public. I don't want it to be privatized. I want it to be just available for kids, little kids, people that aren't exposed to art necessarily usually. You know, for everybody, just of course see. Yeah. And maybe every day they see it and it gets to them. Yeah. Like they have a conversation with it daily. I want to disassociate art from money. Of course, I like to get paid for my work because art is labor. Yes, and art is labor, and a lot of people don't understand that art is actually labor. They think, oh, you're having fun, you're enjoying it. Oh, just do it for free. But artists need to eat. Artists need a house. Artists, you know, all of the stuff that goes along with living. You know, so I want to disassociate my art from the commodification that happens in galleries, but at the same time, you know, it has value. You know, my labor has value. So. La Freedom Tower, la tour de la liberté, a remplacé les tours jumelles. De quelle liberté parlons-nous? La liberté de créer chacun notre propre système? La liberté de courir après l'absurde? Le monde a-t-il changé après le 11 septembre? Quelle nouveauté attendre d'un art conçu pour l'investissement? Que voulons-nous transmettre aux futures générations? Si chaque artiste crée son système, doit-il renoncer à influencer l'art officiel? À changer le cours des choses, à redonner du sens au système lui-même? Jane était sur son toit au moment où les tours se sont effondrées.
Elle a pris une photo, puis en a fait une peinture. Jane, tell me, what did you decide to paint this photograph? I actually wanted to document the event. It was very difficult for me to paint after that. This was what I chose as an image, and it is my husband, and I kind of felt like he stood in as a witness. Rather than a direct view, I stepped back. Maybe these changes in the art world itself is more like we've got to talk now. Maybe that's why the art forms are getting more expedient. Maybe. But as we all said, painting is the slow art, and it also, we need the craft, we need the chance to meditate on what it is we are viewing. It is a lot deeper than a photograph. So I do hope that we continue to enjoy our arts, and that it remains vital, and I don't think that you can take it away. I mean, it's just the vital thing. Especially, I think last week the Fed announcement, last week was sort of underreported, where the Fed said we're going to hold rates low because we think the economy is so bad. The bond market took that as gospel, rallied about 15 basis points. The stock market didn't believe it, and we're sort of drifting higher. So we need something to make us move. Aujourd'hui, je réunis les artistes pour un pique-nique, l'occasion de leur faire partager leurs opinions. Chaque année à Bushwick, les artistes ont l'opportunité unique de présenter leur travail au public. Tout un week-end, leurs ateliers sont ouverts au cours de ces Open Studios. J'aimerais savoir comment les artistes vivent cet événement. You told me, Jane, that the Open Studios stressed you, right? Just leading up to. Exactly like you had a show in a gallery, or had the same feeling? Just things to do. Definitely getting word out and selecting work. It is a little bit like curating your work, I think also just contacting your list, whatever it is, make sure that it happens. So, and I had things to finish. So, yeah. Not quite the same stress level as a gallery, believe me. Yeah, okay. Yeah. And Martin, what do you think about that? But it's really, really fun too, because it's the perfect opportunity for the community and everybody else to kind of come in. It almost feels like a circus, a little bit like a zoo. You know, everyone's really excited, and they're going to see us in our natural habitat. Et ici, à Bushwick, tu peux être artiste, tu ouvres ton atelier et les gens viennent voir ton travail. Tu n'as pas besoin d'une galerie pour être validé, disons. Et même tu peux vendre, parce que moi j'ai vendu des tableaux presque à mon insu. Les gens ont voulu acheter et je n'étais même pas prêt à vendre les tableaux. Ouais, parce que c'est tellement beau. Non, mais c'est étonnant. J'étais peut-être encore resté sur cette histoire dans ma tête. Ah oui, non, il faudra que je décroche une galerie. Aucune galerie me décroche, je ne sais pas. Et finalement, on n'a aucun besoin vraiment de ça. C'est extraordinaire dans ce esprit de communauté. C'est fascinant. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano à queue. Il y a de l'espoir dans tous les yeux et des sourires dans chaque. When you have overhead, you can't really afford to take risks, and therefore you have very safe, stable of artists. And from what I understand right now, not a lot of Chelsea galleries are looking for new artists.
So It's always been the policy that the galleries never look for. yeah, I It's know, always been just to keep the door closed. Yeah, of course. Yeah, yeah. And Modigliani, Modigliani, died of tuberculosis, and his girlfriend jumped through the window when he saw him dead. And then you see these paintings worth millions in Fifth Avenue. How do you explain that? Yeah. I mean, it's totally, for me, completely crazy. Yes, it is. It's Now you're I talking think it's a about the crime. market, not the galleries, I think. You find an empty space, you paint it white, you don't The buy, white tube you don't buy concept. anything. You say, bring it to me, Yeah. and maybe I sell it. Yeah. What kind of business is that? Every other business you have to buy it, you have to store it. Here you say, okay, I take it, maybe I sell it, and goodbye. And if you don't want it, come and get it tomorrow. And it's just a lot of blah, You have a blah, very blah. low opinion of dealers. I have a terrible opinion. Ça, je crois, c'est un mauvais influence. Tout à fait. It's okay to make money, you know what I mean? And if the artists get, to united and, respect, okay, what Clovis does and what I do completely different. But, if I respect Clovis because he's an artist and he's struggling on the same matter than I do, it's just the fact that he's my fellow, person on the same trade. And so as a result, I feel I have to support him. And maybe he could feel he might support me. The gallery system is works on the divide and conquer. You're the flavor of the month because Yeah. now I'm focusing on you and I'm moving on the next month. Yeah. Also galleries, they start small galleries in Bushwick now. Oh, yes, right. It's very funny. They Yeah. try to put Well, it's cheaper in real estate. a foot here because they know we are in the edge of. we're in vogue right now. On the next month. Yeah. Also galleries, they start small galleries in Bushwick now. Oh, yes, right. It's very funny. They Yeah. try to put Well, it's cheaper in real estate. a foot here because they know we are in the edge of. We're in vogue right now. Ça y est. Nous sommes au soir du vernissage de l'exposition de Clovis. Les dés sont jetés. Le public sera-t-il intrigué ou observera-t-il simplement la beauté qui se dégage de ces tableaux? Avant le lever du rideau, j'ai besoin de faire un bilan. La conclusion pourrait être amère face à un système énorme qui divise plus qu'il unit. Mais après avoir échangé avec ces artistes, qu'ils soient d'ici ou ailleurs, qu'ils aient 20 ou 70 ans, je dois admettre que chacun à sa manière
m'a rendu plus vivant, plus léger aussi. Du plus profond de son individu, chacun redonne ses lettres de noblesse au collectif. Les artistes invitent les générations futures à une communion qui n'est ni institutionnelle, ni monétarisée. Si la froideur d'un système basé sur l'argent nous effraie, les artistes sont là pour colorer nos cœurs, nos esprits, nous rappeler l'essentiel. Ils transcendent le calcul mathématique, ils dépassent les frontières des catégories. Ils illuminent nos consciences. Ils sont une voix qui parvient à chacun de nous à des degrés différents. Une voix sans discours impénétrable, sans plan marketing ni plan de carrière. Ils communiquent par la beauté. Ils communient par le talent. Ils ouvrent des portes sur nos inconnus. L'art nous guérit de tout, de toutes les dépressions, de toutes les maladies. Ouais. Oui, absolument. L'exercice de l'art peut nous guérir. D'ailleurs, c'est la seule chose qui reste à la fin. Les civilisations passent, l'art reste. On ne sait rien vraiment de comment c'était la vie en Égypte, par exemple. Le vernissage de Clovis est un succès. Sa carrière commence à New York. La réussite est d'autant plus belle qu'elle existe hors des circuits officiels. L'art est plus fort que les systèmes. Si j'en ai douté, c'est sûrement que d'un côté, je regardais du vide, et de l'autre, je restais aveugle et sourd. Nous ne pourrons jamais nous passer du besoin de donner, ni de cette nécessité de nous élever.